Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau camarade de jeu, Olivier Ravanello. Bonsoir. Bonsoir Adeline. Bienvenue au sein de l'équipe de Chaque Voix compte. Vous serez avec nous toute la semaine. C'est parti pour le sommaire de ce soir avec à la une un record. La France a enregistré 35 jours de pluie consécutifs depuis le 14 janvier. Les tempêtes et les vigilances crues s'enchaînent. Jamais le pays n'avait en fait connu autant d'inondations simultanées. Et les services météo ne voient pas de retour à la normale avant des jours. Et après, question ce soir, comment adapter nos villes à ce risque devenu majeur? Faut-il revoir de fond en comble l'urbanisme des zones touchées? Où en sont les politiques publiques? Eh bien, nous en parlons ce soir avec vous, Gaël Musquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes météorologue et spécialiste de la prévention des risques majeurs. Merci d'être là aux côtés du lieutenant-colonel David Hanotel. Bonsoir. De la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être ce soir dans Chaque Voix compte. Et bonsoir Jean-Claude Roux, Bonsoir. député écologiste de Loire-Atlantique. Vous nous raconterez notamment votre expérience des inondations dans votre circonscription. Et puis nous sommes également ce soir en direct de Montpellier avec vous, Clément Gaillard. Bonsoir. Vous êtes urbaniste et spécialiste du design climatique. On a plein de questions à vous poser sur ce qu'il faut ne plus faire ou ce qu'il faut maintenant faire pour échapper à ces inondations catastrophiques. Fanny, votre chiffre du jour? Entre 2 et 3 milliards d'euros, ce sont les premières estimations du coût de ces crues et inondations selon les assureurs. Olivier, quelle première histoire allez-vous nous raconter ce soir? Les dessous de l'histoire du voyage d'Emmanuel Macron en Inde, ou plutôt le revers de la médaille. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Haro sur la France insoumise. Après la mort de Quentin Desranques, le gouvernement somme LFI de faire le ménage dans ses rangs et dans ses idées et demande notamment la suspension du député insoumis Raphaël Arnaud, dont 2 attachés parlementaires sont ce soir en garde à vue. Jean-Luc Mélenchon accuse Sébastien Lecornu d'avoir pété un câble. La position des insoumis est-elle tenable? Eh bien, nous en parlons tout à l'heure avec Aurélie Trouvé, députée insoumise de Seine-Saint-Denis, Sandrine Runel, députée socialiste du Rhône, et François Cormier-Bouligeon, député Ensemble pour la République du Cher. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités ou nous faire part de vos réflexions. Il vous suffit de flasher le QR code qui apparaît ici. Il sera là pendant toute l'émission. Et devinez quoi? C'est Olivier Ravanello qui a désormais la tablette magique. C'est lui qui récupère vos messages et les transmet évidemment à nos invités. D'accord, Olivier? Promis. We have a deal. C'est parti. Dans un instant, il y aura aussi le journal de l'Assemblée nationale. C'est Bourbon Express et c'est Marco Pommier tout à l'heure. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous bien. C'est parti pour Chaque Voix compte. Après la pluie vient le beau temps. Sur toute la moitié ouest, plus personne ne croit à cet adage. Après la pluie vient une nouvelle tempête. Dans le Maine-et-Loire, en Charente-Maritime, en Gironde, dans le Lot-et-Garonne, des rivières en crue, des quartiers entiers sous l'eau. Et une situation qui risque de s'aggraver dans les prochaines heures avec l'arrivée de cette tempête Pedro, cumulée à de forts coefficients de marée. D'abord, les toutes dernières infos, les dernières images rassemblées et commentées par Baptiste Garguy-Chartier. En Gironde à la Réole, pas de décrue en prévision pour le moment. Vue du ciel, la commune est méconnaissable, des rues littéralement transformées par la montée des eaux, plus d'1 mètre à certains endroits. Ce couple vit dans cette maison depuis 5 ans. Il constate l'ampleur des dégâts. Le bas-côté, les murs, tout est attaqué. Ça fait mal. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, ça s'était produit. On revient juste un peu sortir la tête de l'eau. Oh là 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 là. Oh, mais c'est pas grave, mais ça, Il n'y a plus de parquet. Oui, mais le parquet, il est parti. Il est foutu. Elle a que 5 ans en plus, elle n'est pas vieille. Ah oui, tout à refaire. L'ouest de la France est particulièrement touché par les crues. 4 départements toujours en vigilance rouge, dont la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime ou encore le Maine-et-Loire, où un homme est porté disparu. Dans ce département, les dégâts sont colossaux. Une vingtaine de routes ont été coupées, inondées par les crues. Les communes doivent alors s'adapter comme à Chalonnes-sur-Loire, où les résidents utilisent les grands moyens pour se déplacer. On est parti la journée sur la ville et là on rentre chez nous, on reprend le bateau. Donc on essaye de repartir juste avant la nuit. C'est la première fois en 21 ans qu'on a la route de coupée.
Des départements sous haute surveillance car l'arrivée de la tempête Pedro ce soir pourrait aggraver la situation. Les habitants de Quimperlé, où sont déjà tombés plus de 500 mm d'eau depuis début janvier, sont inquiets, comme à Malétroit, commune touchée depuis des semaines. 35 jours de pluie consécutifs pour la France, un record depuis 1959. À Bordeaux, la Garonne pourrait déborder demain matin et face au risque, le maire a activé le plan communal de sauvegarde, une première depuis 26 ans. Gaël Musquier à Bordeaux, le plan de sauvegarde, la dernière fois, c'était pour la tempête de 1999. Les prochaines heures sont critiques. Oui, tout à fait. On a cette tempête qui ramène, en plus de la pluie, malheureusement du vent, des coups de marée qui vont empêcher malheureusement à cette eau de s'écouler librement et de permettre enfin d'espérer une décrue. Donc la vigilance reste de mise. On doit rester vraiment à l'écoute des autorités. Ça peut être compliqué. On a encore des foyers coupés d'électricité. Alors, parce que les sous-stations électriques et le réseau électrique est endommagé ou sous l'eau, parce que c'est aussi ça malheureusement, c'est que ces inondations impactent aussi des sous-stations électriques qui sont inondées. Donc c'est parfois compliqué aussi pour les habitants de se tenir informés. C'est vrai qu'on ne parle pas assez beaucoup de solidarité. J'aimerais juste avoir une toute petite intervention là-dessus. Beaucoup de personnes arrivent à tenir le coup là depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce qu'il y a énormément de manifestations de solidarité, même s'il n'y a pas de grands appels à entre eux. Exactement, des collectivités qui ont mis à disposition et des ONG aussi, la Croix-Rouge, les services de la protection civile qui sont vraiment sur le terrain. Il y a l'enjeu de l'inondation qui est très importante, mais l'enjeu aussi mental, la santé mentale, morale de ces populations est très importante à prendre en compte. Vous avez raison de le souligner, mais comment vous qualifieriez la situation actuelle? Vous êtes monsieur inondation, des crues, vous les commentez maintenant tous les ans, tous les mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est exceptionnel dans ce qu'on est en train de vivre? La quantité de notre territoire qui est impactée. C'est vrai qu'on a connu en 2023-2024 dans le Nord et le Pas-de-Calais ces inondations, mais qui étaient localisées. C'est déjà beaucoup, mais dans cette zone, là, on a pratiquement tout le territoire national qui est impacté par ces dépressions à répétition. Donc là, effectivement, c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne voit pas le bout, c'est-à-dire qu'on a chaque semaine ramène son lot à la fois de dépression, de pluie et de cours d'eau en crue. Et donc là, on est vraiment sur la saturation même des sols, sur quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis que l'on mesure, avec en plus, et là, Climameter l'a confirmé, une aggravation de ces phénomènes qui est directement imputable sur Nielsen la semaine dernière, plus 10% de pluviométrie à cause du réchauffement climatique, plus 5% de vitesse de vent à cause du réchauffement climatique. Donc effectivement, j'ai l'impression, vous avez raison de me répéter, mais une partie de mon métier, quand je ne suis pas en plateau, c'est de travailler sur la prévention. Je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder. Oui. Mais c'est ce qui me permet de me lever le matin et de garder un peu d'espoir. On parlait d'Angers, on parlait de Bordeaux. Quelle est la zone la plus à risque ce soir? Quelle est la situation que vous redoutez le plus? Alors là, compte tenu de la tempête Pedro, vraiment les départements bretons, Finistère, c'est vraiment la zone qui va être le plus impactée. Et ça m'inquiète aussi parce que ce sont des zones qui ont été impactées au début du mois. Donc là, on est au début du mois de janvier. Donc les sols sont déjà gorgés d'eau. Sont gorgés d'eau. On est partout pratiquement sur le territoire. Chaque goutte d'eau qui va tomber va ruisseler. On ne va pas avoir de pénétration dans les nappes phréatiques. Et donc c'est plutôt sur la Bretagne et le Finistère là que mon inquiétude porte, parce que les populations, encore une fois, sont fatiguées. Il y a en plus de l'aléa, la fatigue. Je peux aussi donner quelque chose de positif aussi, c'est que, le lieutenant-colonel me corrigera peut-être, mais on a des victimes. Chaque victime est une victime de trop, mais beaucoup moins qu'on aurait pu en connaître des années précédentes sur des événements de cette nature. Donc c'est que la prévention fonctionne, que les alertes sont bien diffusées, que la population tient compte, que les collectivités sont aussi de mieux en mieux organisées. Et ça, on en fera le bilan à la fin de cette crise, bien évidemment. Il y a eu des victimes justement, lieutenant-colonel Hanotel, le bilan humain ce soir? Alors, il est très limité, puisque si on remonte au début de la crise, il y avait eu 2 victimes suite à intoxication au CO. Il y a une personne disparue dans le Maine-et-Loire suite au chavirage de son embarcation, et quelques blessés, mais on est de l'ordre d'une petite dizaine. Donc c'est un bilan humain qui est très très limité. Et Gaël, effectivement, le faisait remarquer. On sent une amélioration dans les comportements, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais on sent cette évolution progressive. Alors un peu. À quoi vous la sentez, cette évolution ?
Mais la succession des événements, tout simplement, c'est Mais qu'est-ce que vous voyez dans les comportements qui a changé ? Un plus grand respect des informations des autorités, des collectivités locales, un meilleur respect des indications lorsqu'il y a des routes tout simplement fermées, on évite de les emprunter, même si on a encore vu quelques vidéos récemment. Mais en tout cas, on sent cette amélioration. Nos Français, nos concitoyens étant de plus en plus confrontés à ces événements, ce n'est pas tant les messages qu'on peut passer tout au long de l'année, mais c'est aussi le fait d'être confronté à ces événements et d'en prendre conscience progressivement et de se rendre compte de l'importance de ces messages de prévention. Et vous, les pompiers, d'abord, combien d'hommes sont mobilisés là, ce soir, sur toutes ces inondations ? Alors, la différence des phénomènes que l'on peut connaître à d'autres occasions, tels un après-tempête ou des inondations dans le sud-est de la France qui sont très subites, là, on est sur un phénomène à cinétique très très lente. Donc, à l'heure actuelle, on a peu de moyens engagés, entre guillemets. À l'échelle de l'ensemble de la zone concernée, on est sur quelques centaines de sapeurs-pompiers. Parce que là, on est juste sur une phase un peu de préservation, d'assistance aux populations. On va faire des reconnaissances pour constater la présence ou non des personnes. On leur apporte de l'alimentation. On participe à des sauvetages d'animaux. On est dans une phase d'attente. On attend le passage du pic de la crue pour là opérer une deuxième phase qui sera le pompage des habitations, des éventuelles libérations d'axes de circulation. Voilà, c'est à ce moment-là que les choses se mettront vraiment en place. Mais on vous voit beaucoup dans les reportages, dans les zones inondées. On vous voit avec vos barques, on vous voit avec vos tuyaux qui normalement servent à arroser pour éteindre des incendies. Vous êtes en train de devenir des soldats de l'eau plutôt que des soldats du feu. Est-ce que vous-même, vous avez dû vous former à ces exceptions qui sont en train de devenir une norme ? Alors on aime le répéter, effectivement on est passé par les soldats du feu, les soldats de la vie à travers les interventions de secours d'urgence à personne et on devient les soldats du climat petit à petit. Donc on s'adapte, les interventions liées au risque inondation, ce sont des interventions classiques pour nous. Par contre se pose un problème sur le moyen terme d'équipement. On a un besoin de renforcer nos capacités de pompage à l'échelle des départements et à l'échelle des moyens nationaux, les capacités de pompage de grands volumes, tels qu'on a pu les voir en action dans le nord de la France, et on avait pu bénéficier à ce moment-là du renfort des moyens européens. Donc c'est tous ces éléments qu'on doit faire progresser tout au long des années, renforcer nos capacités humaines à travers un plus grand nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Et puis on n'est rien également, c'est à souligner, Gaël l'a dit, sans la participation des associations agréées de sécurité civile et des collectivités, des mairies. On participe énormément et on travaille énormément avec les mairies. La fédération a lancé récemment un label « Ma commune qui sauve » qui permet de mettre en avant les actions des maires à travers le renforcement des équipes de sapeurs-pompiers volontaires, le plan communal de sauvegarde, plein de choses. Jean-Claude Roux, vous en savez quelque chose. Alors vous êtes député de Loire-Atlantique, mais vous avez aussi été maire de Saffré. C'est une commune qui est concernée d'ailleurs ce soir par la vigilance inondation. C'est une ville qui est régulièrement inondée, qui a connu multiples épisodes de crues. Ce soir, j'imagine que vous allez retourner assez vite dans votre circonscription. Il a beaucoup été question des inondations hier et aujourd'hui aux questions au gouvernement. Vous, ce soir, dans les questions justement qui sont posées au ministre, notamment au ministre de la Transition écologique, quelle est l'urgence pour vous en tant que député ? D'abord, redire qu'en matière d'inondation, l'exceptionnel tend à devenir habituel. Et même si on ne s'habitue jamais au traumatisme que représentent les inondations, moi j'ai déjà connu 3 épisodes majeurs, 2001, 2013, 2025. Et puis je dirais que ce qui était les crues autrefois décennales ont tendance à se reproduire tous les ans et parfois plusieurs fois par an. Donc évidemment, on s'adapte, mais j'ai entendu effectivement des propos durant les questions au gouvernement qui étaient des propos certes de compassion, mais qui se limitaient à demander des indemnisations et puis des reconstructions. Je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin, qu'effectivement, on doit arriver à analyser les causes. On a raté sans doute l'atténuation en ce qui concerne le dérèglement climatique. Aujourd'hui, il faut vraiment axer les choses sur l'adaptation. Or, les moyens sont plutôt en baisse puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et c'est aussi une architecture assez complexe. Mais ce qu'on peut observer, c'est que vous avez les dispositifs comme le Fonds vert par exemple qui a fondu comme neige
au soleil et c'est tout à fait regrettable. Ça pouvait être un des outils, mais pas le seul, manifestement. Et puis, une sorte de contradiction aussi avec des élus qui, effectivement, en voyant ces images, ne peuvent que s'émouvoir, mais qui, peut-être dans 2 mois, seront encore en train de voter des lois pour revenir sur le zéro artificialisation nette ou négliger les zones humides, etc. À un moment, il va falloir qu'on apprenne des erreurs du passé. Moi, j'ai longtemps travaillé. Alors justement, puisque vous en parlez, c'est vrai qu'il faut penser maintenant aussi à l'après. C'est-à-dire, là, on est dans l'attente de la décrue qui paraît interminable pour les sinistrés. L'eau finira par partir, mais ensuite, les sinistrés, eux, est-ce qu'ils finiront aussi par partir ou est-ce qu'ils subiront, est-ce qu'ils s'adapteront? L'une des équipes de LCP a choisi de retourner à Arques. C'est une commune du Pas-de-Calais qui avait été inondée 3 fois en 6 semaines il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a été entrepris depuis? Reportage de Dario Borgogno avec Eva Billon. L'année prochaine, les 32 maisons de cette rue auront disparu. Objectif de la commune, créer ici une zone naturelle pour absorber l'eau en cas de crue. Entre novembre 2023 et janvier 2024, la ville a essuyé 3 inondations successives en 6 semaines, avec des dégâts considérables, particulièrement dans cette rue. Les derniers locataires vont donc quitter les lieux à la fin de la trêve hivernale, car pour mener à bien ce projet, tous les propriétaires ont accepté de se faire racheter leur maison par l'État. Tous, pas vraiment. Regardez, ça c'était la cuisine. C'est affreux. Christian Dirix a eu 1,40 m d'eau dans son salon, mais il refuse toujours de vendre la demeure familiale. J'ai 80 ans, qu'on me laisse finir ma vie tranquille ici. La zone naturelle existe déjà, toutes les maisons ont un jardin. Alors ils vont gagner quoi? Allez, ils vont gagner 10 mètres sur toute la longueur. On a fait un bassin de rétention à la sortie d'Arques pour éviter les inondations. Les pompiers, ils ont acheté des nouvelles pompes pour, disons, prévenir en cas d'inondation. Donc tout est prévu. Des décisions difficiles, mais la commune préfère désormais anticiper. Elle a aussi créé une équipe de 15 bénévoles qui forment les citoyens à réagir en cas de nouvelles crues. Et on pourra mieux coordonner les différents aides qu'on peut apporter à la ville. Mais surtout, les travaux d'aménagement se multiplient. Réparation de digues, renforcement de berges ou encore ceux des versoirs géants chargés de guider l'eau lorsqu'elle déborde du fleuve vers un autre canal. C'est quand même eu de fortes inondations, c'est à cet endroit-ci qu'on a trouvé la faille. Et c'est pour ça qu'on a construit cette partie-ci de déversoir pour éviter d'aller inonder plus l'intérieur des terres. 6 mois de travaux pour un coût d'1,2 million d'euros. Un montant important pour cette agglomération, mais indispensable. La nature est tellement pas évidente qu'on ne peut pas gérer. Et c'est elle qui a le dernier pouvoir. Donc nous, on est obligé de subir. Et c'est là où on peut apporter des solutions. Pour d'autres, c'est encore loin d'être suffisant. Pour moi, c'est une compensation de ce qui aurait dû être déjà prévu depuis longtemps. Ici à Arques, les travaux structurants ont été faits en partie, mais il arrivera un moment où ça ne suffira pas. Mais c'est la méthode qu'il faut changer. Et nous, on pense franchement que c'est le devoir de chaque commune de ralentir un peu d'eau chez lui pour éviter de l'envoyer chez le voisin. Eh oui. Reportage à Arques, donc dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Clément Gaillard et merci d'être avec nous. On se pose la question de savoir si nos villes sont construites pour résister à ces crues à répétition. Je voulais vous montrer une image ce soir, parce que des inondations, on en a toujours connu et on se rappelle à Paris de la crue du siècle, la crue de la Seine en 1910. Je voulais vous montrer l'image de l'Assemblée nationale, où à l'époque, en 1910, on est fin janvier, les députés viennent siéger embarque. Clément Gaillard, est-ce que depuis, on a aggravé notre exposition au risque de crue? Qu'est-ce qui a rendu nos villes imperméables, en fait? En fait, si vous voulez, on a eu une approche de l'urbanisme qui était essentiellement fonctionnelle et qui, en fait, a un peu négligé la place de l'environnement et des facteurs climatiques dans l'aménagement. Et on hérite en fait d'une vision de l'eau qui est aussi très ingénieriale d'une certaine manière. Et si vous voulez, depuis le 19e siècle, on considère que l'eau c'est une forme de déchet et qu'on peut le gérer comme on gérait un déchet, donc avec des gros tuyaux et des canalisations. Donc il y a une approche qui est très technicienne de ce problème-là et qui fait que on se trouve aujourd'hui sous l'effet du changement climatique à avoir un système qui n'est plus adapté aux événements qui arrivent en fait. Vous parlez du réseau des eaux pluviales et les réseaux d'assainissement, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a mal fait? C'est plus globalement la philosophie. C'est la philosophie qui est derrière. C'est qu'en fait, quand on
commence à travailler sur les cours d'eau, on a beaucoup canalisé à une certaine époque, on a beaucoup fait en sorte de bétonner des berges, parce que en fait, l'idée c'était justement de dire finalement on peut contrôler ça et contrôler le flux de manière relativement régulière. Ce qui se passe, c'est que quand on est un épisode de crue, on se retrouve à avoir des quantités d'eau qui sont plus forcément gérables, mais on peut quand même continuer à se dire finalement on va avoir des ouvrages encore plus gros pour gérer cette crue-là. Sauf que sous l'effet du changement climatique, on a maintenant des épisodes pluvieux tels que vous avez beau imaginer dimensionner un ouvrage pour une pluie exceptionnelle, cette pluie exceptionnelle, elle deviendra normale dans quelques années. Et c'est là, en fait, où on se retrouve face à une forme de limite dans notre raisonnement, quoi. Donc l'enjeu, c'est de désimperméabiliser nos villes ? Oui, effectivement, c'est-à-dire en fait, on doit restaurer, si vous voulez, les zones tampons qui peuvent exister entre les villes, les aménagements là où vivent la population et les zones, les espaces naturels. Et il faut aussi concevoir justement de telle sorte à ce qu'on puisse laisser la place à l'eau, laisser la place au cours d'eau. Dans les reportages que vous avez montrés, il y a beaucoup de rez-de-chaussée inondés. En fait, dans une zone qui est potentiellement inondable, il faut concevoir de telle sorte à ce que le rez-de-chaussée soit inondable. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avoir des rez-de-chaussée plus poreux, avec par exemple des pilotis. On va essayer de faire passer le réseau électrique sur le plafond pour éviter en fait d'avoir des problèmes de coupure d'électricité, des choses comme ça. Mais donc, on peut concevoir de manière à intégrer l'eau, mais il faut vraiment se dire que l'eau va prendre place pendant un moment dans ces rez-de-chaussée. Donc, ça implique de reconcevoir totalement notre manière de voir ce que c'est qu'une maison, ce que c'est qu'un appartement. Et ça, c'est pas simple parce que c'est une chose qui est relativement nouvelle. Il ne faut pas non plus se dire qu'il y a beaucoup de villes et beaucoup de sociétés qui habitent dans des zones inondables, des fleuves, dans des bordures de lacs, etc. Alors, simplement, ils ont une architecture, un urbanisme qui est adapté, notamment en utilisant des pilotis, en surélevant les constructions, etc. On a vu des initiatives fleurir dans toute la France. Je pense notamment au concept de ville-éponge qui avait été imaginé par un architecte chinois et qu'on a essayé de transposer dans certaines villes, notamment à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'esprit de ce concept de ville-éponge ? Oui, en fait, une ville, si vous voulez, elle se comporte paradoxalement un peu comme un désert. C'est-à-dire que quand il pleut sur un désert, vous avez l'ensemble de l'eau qui va ruisseler. Qui veut dire qu'il va être évacué très rapidement. Et ça, ça va créer potentiellement des crues sur les villages, sur les villes, qui vont se retrouver vraiment en aval, quoi. Et en fait, l'idée de la ville éponge, c'est justement de faire en sorte que la quantité d'eau qui tombe sur une surface donnée soit le plus possible stockée, ralentie et infiltrée sur place, si vous voulez. C'est l'idée que justement, on ne va pas contribuer à augmenter le ruissellement chez le voisin. C'est ce qui était évoqué dans votre reportage. En fait, oui. Ce qui est important, c'est aussi de raisonner à l'échelle du bassin versant. C'est-à-dire que quand une ville va commencer à canaliser un cours d'eau, elle va l'accélérer et en fait générer des problèmes qui vont être plutôt en aval. Donc ça, c'est aussi une vision mutualiste d'une certaine manière. Et mais comment on fait dans des villes qui sont construites sur des... Par exemple, en dessous de Paris, il y a de la craie, il me semble. Donc ça risque d'affaiblir les sols, non ? Oui, vous avez raison. À chaque fois, il faut intégrer les questions liées au sous-sol. C'est vrai que quand on parle d'exemples, effectivement, on parle d'Allemagne ou de la Chine comme des exemples de villes éponges, on n'a pas tout à fait le même urbanisme. Nous, on a des villes beaucoup plus denses, beaucoup plus compactes. Donc, la philosophie, elle est en fait de considérer toujours qu'on va essayer de traiter l'eau sur place, plutôt à l'air libre, éviter de la canaliser tout de suite et de la ralentir. Donc, on va plutôt raisonner en fait en termes de ralentissement, dire on va essayer de gérer, de tamponner le plus possible l'évacuation de l'eau. Mais vous avez raison que dans beaucoup de villes françaises qui sont plus compactes que celles qu'on peut connaître dans d'autres pays, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe parce que voilà, il y a de la densité dans nos villes qui complexifie le problème. Oui. Jean-Claude Rau, est-ce que certaines villes doivent accepter aussi de reculer face à l'eau ? C'est déjà le cas, notamment sur les zones côtières, mais effectivement, on peut se demander si on n'a pas été confronté à des formes d'amnésie entre deux crues ou d'irresponsabilité. De déni ? Voilà, des constructions se sont développées dans des zones où manifestement il n'aurait jamais fallu le faire. J'ai vu par exemple à Redon qu'on retrouve souvent dans les reportages des zones commerciales, des zones industrielles qui ont été construites sur des zones de marais et qui ont été confrontées à des épisodes récurrents d'inondations. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut s'adapter, c'est-à-dire que il y a des dispositifs qui permettent d'adapter les maisons ou même les entreprises, les équipements publics aux inondations, faire en sorte que leur impact soit amoindri.
mais aussi, sans doute, dans certains cas, même si ce n'est pas le cas dans ma commune, se demander si des zones peuvent encore décemment être habitées, puisque se pose la question qu'on a évoquée tout à l'heure des assurances. Combien de temps les assurances seront-elles aux côtés des gens si le phénomène se reproduit 2 fois, 3 fois? On va en parler dans un instant avec Fanny, mais Olivier, je crois qu'il y a des questions téléspectateurs. Une des personnes qui nous regarde s'appelle Valentin, qui a été marqué par la tempête Xynthia. Alors c'est une tempête, c'est pas des crues, mais et qui repose la question de est-ce que l'État, les collectivités prennent suffisamment en compte le fait qu'il faudrait peut-être augmenter le nombre de zones non constructibles, de zones inondables, et en corollaire à ce qu'on a entendu aussi. Peut-être est-ce que les élus doivent spécialiste de la prévention des risques majeurs. Alors effectivement, on a des collectivités qui prennent des mesures pour à la fois accompagner évidemment l'activité économique. Et là, vous savez, ce sont les documents qui sont produits et qui sont obligatoires. Les documents d'information communaux des risques majeurs, les PAPI, les plans d'action de prévention inondation. Vous avez les plans communaux de sauvegarde. Là, on va devoir rajouter les plans intercommunaux de sauvegarde au niveau des agglomérations qui ont la gestion de l'eau. La GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Exactement. Qui est confiée aux intercommunalités depuis 2018. Exactement. Tout ça reste à l'échelle locale. Et donc, on a énormément de documents, on a beaucoup théorisé, on sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, effectivement, parfois, ce qui manque, c'est l'ingénierie, c'est les budgets. Le fonds Barnier, il était censé servir à ça. C'est aider et accompagner, financer. L'argent, il est remis dans les discussions budgétaires, souvent au budget de l'État, et donc on n'a pas utilisé ou dépensé cet argent. Et je rappelle, 1 euro mis dans la prévention il y a 10, 15, 20 ans, ça nous aurait évité 5 euros, 10, 15. Et je rajoute ces valeurs-là parce que c'est 5 euros si on compte juste les dégâts matériels. Mais si on pense aux dégâts sur la santé mentale, sur les arrêts de travail, sur les suicides, sur tous les troubles psychosociaux induits par ces catastrophes, c'est énorme. Et on n'a pas que ces crises-là. Là, on a de l'émotion pour des inondations, mais la Réole, par exemple, c'est la moitié des arrêtés de catastrophes naturelles. C'est de la sécheresse. Et l'autre moitié, c'est les inondations. Fanny, vous voyez qu'on a plein de crises à gérer. On tourne autour de l'éléphant dans la pièce, là, le coût de ces inondations. On a déjà un chiffre, Fanny. Alors, c'est une estimation. C'est une estimation. Depuis le début de l'année 2026, entre 2 et 3 milliards d'euros, le coût des inondations. Exactement, c'est un chiffre très important puisque, par exemple, à titre de comparaison, 2024, le coût des inondations et des crues par les assureurs, pour les assureurs, ça avait été 1 milliard d'euros. Donc vous voyez, et c'était sur l'année. Déjà à 3 fois plus. Là, voilà. Et là, vous voyez, 5 milliards d'euros, c'était le coût en 2024, on n'a pas encore les chiffres de 2025, de tous les événements climatiques qui ont pesé sur les assurances. Là, on y ajoutait la sécheresse, d'autres événements. Mais vous voyez que c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, on parlait tout à l'heure de la tempête Niels, la semaine dernière. Eh bien, selon la Caisse centrale de réassurance, 250 000 sinistrés, 1 milliard d'euros d'indemnisation rien que pour cette tempête. Donc vous imaginez, avec là les événements, comme vous le disiez, qui sont en plus vraiment très très larges et multiples, ça va être très élevé. Et ça, c'est le coût direct. Mais on commençait un peu à en parler avec Gaëlle Musquet, il y a un coût indirect aussi. Ben oui, parce que ça pèse sur l'activité. Pendant ce temps-là, les gens ne travaillent pas, les usines sont fermées, les boutiques sont également fermées, les agriculteurs ne peuvent pas cultiver. Donc c'est de l'activité en moins, sans compter effectivement tous les indemnisations des collectivités, des réseaux électriques, des routes, du mobilier urbain. Et puis, vous le disiez, il y a aussi le coût pour notre modèle social, puisque quand vous ne travaillez pas, vous mettez vos salariés en chômage partiel quand il y a une inondation, et vous l'évoquez, toutes les problématiques de santé que ça peut poser. Ce sont des petits points de croissance, 0,1, 0,2, qui vont disparaître dans l'eau. Et la difficulté, c'est qu'en France, on est très exposé à ce risque, vous le savez mieux que moi, mais entre notre littoral côtier qui est très étendu et puis tous nos cours d'eau, 47% des communes sont exposées, ont des zones inondables. Donc vous voyez, ça fait près de 17 millions de Français qui sont directement concernés. Alors la question magique,
Qui va payer? Eh bien, écoutez, tout le monde. Les entreprises, déjà, parce qu'elles payent des contrats d'assurance qui ne cessent d'augmenter. 9 milliards d'euros, quand même, elles estiment, l'an dernier. Les collectivités vont également payer. Et puis, les tarifs des assurances habitation qui ne cessent d'augmenter. On est sur une progression de quasiment 10% par an. Et ça n'est pas terminé, puisque, étant donné la sinistralité que l'on observe, ça va progresser. Et ça ne va pas s'arranger du tout dans les années à venir parce que selon les projections de France Assurance, le coût cumulé du péril inondation, seul le péril inondation, entre 2020 et 2050, 50 milliards d'euros en cumulé. Mais ça fait 80% de plus qu'entre 1989 et 2019. Est-ce qu'il faut redouter, Jean-Claude Roux, que des zones deviennent inassurables? Sans doute. Vu les enjeux financiers, parce que nous voyons tout à l'heure dans le reportage un exemple où l'État avait racheté l'intégralité de la rue. Quand il s'agira des maisons de la presqu'île de Quiberon ou du golfe du Morbihan, l'addition sera autrement lourde. Et effectivement, les assurances, déjà pour les particuliers, ça a été évoqué, aussi pour les collectivités, deviennent exorbitantes, avec des franchises qui dépassent parfois l'entendement. C'est un vrai enjeu, et chaque moment que nous perdons, ou à force de repousser l'échéance, nous confrontera à une réalité qui sera absolument brutale. Parce que je dirais que la prévention contre les inondations, c'est à la fois un travail de fourmi, pour reméandrer les cours d'eau, pour retrouver des zones d'expansion, et un travail de titan, tant l'ampleur de la tâche est immense. C'est les travaux d'Hercule. Gaël Musquet. L'éducation. On parle peu des enfants, on les voit peu d'ailleurs dans ces reportages. Alors évidemment, on peut le comprendre, on a droit à l'image des parents, etc. Mais c'est ce qui me rend optimiste. Alors j'étais avec mes étudiants cet après-midi. C'est important qu'on puisse former des ingénieurs, qu'on puisse former des techniciens, qui puissent relever ces défis, qui puissent s'engager aussi pour faire évoluer les politiques publiques, les outils financiers. La Caisse centrale de réassurance, c'est 1946 pour protéger les Français contre les calamités naturelles. Donc nos anciens avaient aussi ce génie financier. On est encore dans le top 30 des caisses de réassurance mondiales. Donc c'est dire à quel point on a été innovant en 1946. Il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas, mais pour ça, il faut former nos enfants, il faut leur donner de l'espoir, parce qu'ils sont confrontés évidemment à tout ça, et c'est important. C'est pour ça que je pars avec eux et que je les amène régulièrement avec moi en mission, parce que je suis un enfant dont on a pris soin, je suis un enfant qui a été sensibilisé à ces questions pour avoir été victime moi-même d'un ouragan. Donc c'est important qu'on puisse leur transmettre aussi cet espoir en les mettant au travail sur des problématiques que nous n'avons pas su résoudre nous-mêmes. Lieutenant-colonel Hanotel, comment les pompiers, et ce sera le dernier mot pour vous, comment les pompiers accompagnent cette adaptation au risque? Alors on est confronté effectivement au besoin d'améliorer cette culture du risque auprès de nos concitoyens. Toujours un travail d'anticipation et de prévention. Et on est également confronté à cet effet ciseau entre les masses financières qui doivent être désormais dédiées à la prévention, à l'aménagement du territoire, mais également pour un besoin immédiat auprès de nos concitoyens, au financement des services d'incendie de secours. On rencontre de plus en plus de difficultés. Nos financeurs, que sont les collectivités territoriales, les départements, les mairies en particulier, sont, pardonnez-moi l'expression, au bout du rouleau. Et lorsque le sujet est mis sur la table, il a été récemment à l'Assemblée nationale, puisqu'il était question d'augmenter légèrement la taxe sur les contrats d'assurance. Elle a été balayée d'un revers de main, au final, par un amendement porté par le Rassemblement national et confirmé par un avis conforme du gouvernement. Mais au final, pour une raison toute simple, c'était d'éviter une augmentation du montant des contrats d'assurance. Mais au final, le montant des contrats d'assurance, il va augmenter tout seul. Ça, c'est sûr. Et on n'aura pas réglé pour autant la question du financement. Les assureurs ne nous demanderont pas notre avis. Merci. En tout cas, et j'entendais cet après-midi, lors des questions au gouvernement, un député Horizon demander un Grenelle de la protection des populations. On parlait de l'adaptation au niveau local, mais peut-être aussi réfléchir à l'échelle du pays, vu la situation que l'on connaît ce soir. Et je me permettrai juste un dernier mot. On a beaucoup parlé des inondations, mais il y a un gros sujet à l'heure actuelle en montagne. On est en pleine période de vacances scolaires. Donc vraiment un message de plus grande vigilance, la plus grande vigilance et la plus grande prudence possible pour tous ceux qui skient en ce moment. Le message est passé. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Je remercie également Clément Gaillard qui était en direct avec nous depuis Montpellier. On a évidemment une énorme pensée ce soir pour les sinistrés de toutes ces zones sous l'eau. Ce soir, dans un instant, toute autre chose. Pression maximale sur la France insoumise après la mort du militant nationaliste Quentin Desranques. On en parle avec nos trois prochains invités. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Olivier Ravanello.
Et Olivier, ce soir, vous vouliez nous parler d'Emmanuel Macron, qui est en Inde pour une visite d'État, accueilli en très grande pompe pour une relation qu'il qualifie de partenariat sans limite. On est à 2 doigts d'une idylle franco-indienne, mais ce que vous nous dites ce soir, c'est attention, qui trop embrasse mal étreint. Exactement. Les Indiens ont sorti tous les fastes possibles pour accueillir Emmanuel Macron. Aucun des 1,4 milliard d'Indiens n'était censé ignorer la présence du président français. C'est le pays le plus peuplé au monde, vous me voyez venir. Cela veut dire un marché potentiel absolument colossal. Avec le président, 110 patrons étaient là, 20 accords commerciaux ont été signés, une promesse de vente de 114 Rafales qui viendrait s'ajouter aux 62 déjà signés. Donc tout ça est absolument colossal. Mais si vous regardez bien, ce qui a intéressé le Premier ministre Modi, c'était surtout les hélicoptères et ce partenariat avec Airbus qui a été révélé façon un peu Bollywood, avec sur l'affiche à la fois le président Emmanuel Macron et puis les 2 entreprises, Airbus et Tata pour l'Inde. L'hélicoptère, c'est stratégique pour l'Inde parce que c'est un pays qui évidemment a cette chaîne himalayenne qu'il convient de survoler, de pouvoir apporter des secours, des vivres, éventuellement des hommes en cas de conflit. Mais surtout, ce qui a intéressé le président Modi, et on le voit sur cette vidéo qu'il a diffusée durant la conférence de presse. Vous allez voir le dernier mot, il résume tout et il résume surtout la politique de ce président, politique nationaliste qui veut mettre en avant son pays. À partir de maintenant, c'est fait chez nous. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce que lui cherche, c'est du transfert de compétences. Made in India. En fait, Modi pense à lui, il pense à l'Inde et il pense aux intérêts de son pays. D'abord, c'est India first. Exactement. Et là où le président Macron est arrivé et en expliquant que ce partenariat allait peut-être rééquilibrer les déséquilibres stratégiques créés par Donald Trump, en fin de compte, vous avez un président indien qui pense à lui et qui est un peu comme Shiva avec ses 6 bras, embrasse. Il embrasse Emmanuel Macron, mais en même temps, il embrasse Donald Trump et en même temps, il embrasse Poutine parce qu'il a passé aussi des accords stratégiques avec les États-Unis et avec la Russie. Modi cherche l'intérêt de son pays immédiat, le plus rapide possible. Il n'y a que ça qui le guide. Et il y a une allusion dans son discours qui est passée un peu inaperçue parce qu'on est relativement inculte sur l'Inde, et moi le premier, il a fallu que je travaille cet après-midi pour comprendre ce qu'il avait voulu dire. Il a fait une allusion à un homme qui était lié à Marseille. Vous vous souvenez, l'an dernier, il était à Marseille, et puis il a dit dans son discours, mais à Marseille, il y a un homme que tous les Indiens connaissent qui a fait quelque chose de grand pour son pays. Écoutez-le. Le grand combattant pour la liberté, Veer Savarkar, a sauté dans l'océan pour échapper aux Anglais. Cet acte, de sa part, a symbolisé sa détermination inébranlable d'assurer l'indépendance de l'Inde. Veer Savarkar, c'est son nom, qui, alors qu'il était transporté de Londres en Inde dans un bateau qui fait escale à Marseille, passe par-dessus bord pour pouvoir s'échapper. C'est un nationaliste et il a marqué le pays puisqu'il a développé une théorie extrêmement nationaliste et s'appuyant sur la centralité de l'hindouisme. C'est l'Inde pour les hindous. C'est cette vision-là que continue à prôner le président et le Premier ministre indien Modi et son parti. C'est une vision d'une nation très belliciste, avec une priorité aux hindous par rapport aux autres minorités religieuses. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque dans le passé on voyait des présidents français partir en Chine, avec beaucoup de patrons aussi, en permanence on lui opposait les droits de l'homme, la démocratie de ce régime. Quand on part en Inde, on a l'impression que tout ça est oublié. Il y a une forme de bienveillance naturelle envers l'Inde, comme si c'était naturellement et encore aujourd'hui un pays en recherche d'harmonie, de stabilité, de paix intérieure. C'est pas du tout ça l'Inde de Modi. C'est au contraire un régime qui est extrêmement dur. C'est un régime qui, envers les minorités religieuses, musulmanes et chrétiennes, laisse faire beaucoup d'agressions et où les autorités regardent un petit peu ailleurs. C'est un pays où il y a une violence endémique envers les femmes qui est absolument colossale, tant et si bien que l'une des grandes écrivaines indiennes qui écrit en anglais, qui était l'invitée de France Inter la semaine dernière, elle s'appelle Arundhati Roy, a mis les points sur les i en disant « Mon gouvernement est un gouvernement fasciste ». Et ça, on l'oublie souvent. Merci Olivier. On passe à la question qui fâche.
Et j'accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là aux côtés de François Carmier-Bouligeon, député Ensemble pour la République du Cher. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Sandrine Runel, députée socialiste du Rhône. Merci à tous les trois d'être là ce soir. 11 personnes sont ce soir en garde à vue dans l'enquête sur le meurtre de Quentin Desranques, lynché à Lyon jeudi dernier. Les gardes à vue viennent d'être prolongées pour 24 heures. Parmi les interpellés figurent 2 des assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud. La pression sur la France insoumise n'a cessé de s'accentuer. Le gouvernement appelle le parti de Jean-Luc Mélenchon à exclure Raphaël Arnaud de son groupe parlementaire. La gauche, elle, s'interroge sur la conduite à tenir envers les insoumis avant les prochaines échéances électorales. C'est Clément Perrault qui vous pose ce soir la question qui fâche. Il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Ce ménage évoqué par le Premier ministre cible en premier lieu Raphaël Arnaud, député LFI, cofondateur de la Jeune Garde, une organisation Antifa dissoute en juin 2025. Plusieurs de ses anciens membres ont été interpellés hier et aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Desranques. Parmi eux, Jacques-Élie Favreau, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. Le député a annoncé avoir mis fin à ses fonctions hier. Pas sûr que cela suffise à éteindre l'incendie. Plusieurs responsables politiques appellent désormais à la démission de Raphaël Arnaud. L'honneur, la décence, le respect à l'égard de la famille de ce jeune militant nationaliste incomberait à M. Arnaud de quitter ses fonctions. Moi, j'appelle la présidente Mathilde Panot à exclure Raphaël Arnaud de son groupe, ou du moins à l'exclure temporairement pour marquer cette clarification, pour dire non à la violence. La France insoumise a toujours assumé de compter dans ses rangs Raphaël Arnaud. Fiché S en raison de ses actions militantes, son profil est depuis longtemps pointé du doigt. Viens là, toi. On a dit dans un meeting qu'on était fiers d'avoir un fichier S dans le... Ça fait gagner l'élection, du coup. Ah oui. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon l'accueillait à l'Assemblée peu après son élection. Ce matin encore, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, lui a réitéré son soutien. Cet après-midi, le quotidien Le Parisien a révélé qu'un deuxième collaborateur de Raphaël Arnaud, fiché S lui aussi, se trouve également en garde à vue dans le cadre de la même enquête. Mais le ménage évoqué par Sébastien Lecornu dépasse le cas de Raphaël Arnaud. La France insoumise et son groupe à l'Assemblée sont accusés de conflictualiser la vie politique. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, l'a à nouveau martelé ce matin. Soir même, Jean-Luc Mélenchon, en meeting, fait huer la présidente de l'Assemblée nationale. Mais dans quel monde on vit ? Vous le jugez responsable de ce climat ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne prononce pas des mots d'apaisement. Et ça, c'est grave. Face aux attaques, Jean-Luc Mélenchon reste droit dans ses bottes et défend la stratégie de sa formation politique. Mathilde Panot n'est pas la personne qui fait le ménage chez les Insoumis. Elle est la présidente du groupe parlementaire dont nous sommes fiers. Signe sans doute d'un climat qui ne cesse de se tendre, le siège de la France insoumise a dû être évacué ce matin suite à une alerte à la bombe. Notre question qui fâche ce soir, la France insoumise doit-elle effectivement faire le ménage? Et avant cela, une première question à vous, Aurélie Trouvé. Est-ce que d'abord, vous avez eu ces dernières heures des nouvelles de Raphaël Arnaud? Alors, ce que je sais, c'est que Raphaël Arnaud, et on va en reparler, du fait de la cabale actuelle qui est menée par toute une partie de la classe politique, et en premier lieu par l'extrême droite, mais aussi par le gouvernement, Raphaël Arnaud est menacé de mort et en l'occurrence, actuellement, il n'est pas à l'Assemblée nationale tout simplement parce qu'il se sent en danger. Voilà. Ensuite, justement, moi je voudrais revenir dessus et sur votre reportage parce que je crois que le drame terrible qui s'est passé, d'abord, évidemment, nous condamnons tous les violences qui ont amené à ce décès d'un jeune homme. Personne ne devrait mourir pour ses idées et je le dis, personne ne devrait ainsi s'acharner sur un jeune homme pour ses idées, et c'est effroyable ce qui s'est passé. Maintenant, je veux dire aussi que tout le monde devrait réagir avec dignité, retenue, et avec respect aussi de l'indépendance de la justice. Il y a une enquête judiciaire en cours, et elle établira les responsabilités individuelles. Moi, je suis choquée
et vous n'en parlez pas ici, par exemple des propos qui ont été tenus par le Premier ministre, justement dans l'hémicycle, mais aussi par le ministre de la Justice, qui a dit « La France insoumise devrait être condamnée ». Depuis quand un ministre de la Justice franchit ce cap et piétine en fait un pilier républicain qui est l'indépendance de la justice. Et puis j'entends dire la porte-parole du gouvernement, plus jamais un député de la France insoumise au sein de l'Assemblée nationale. Voilà à quoi elle appelle. Alors est-ce que c'est le but de ce qui est en train d'être réalisé? Parce que je rappelle que mon mouvement de la France insoumise n'a aucune responsabilité dans ce drame terrible. Et que moi je trouve ça ignoble d'instrumentaliser un drame comme celui-ci contre une force d'opposition du gouvernement. Dans la mesure où ce soir, 2 des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud sont en garde à vue, ainsi qu'un de ses anciens stagiaires, est-ce que, peut-être dans une volonté d'apaisement, est-ce que lui-même ne formule pas le vœu de dire « je me mets en retrait de l'Assemblée nationale » Est-ce que c'est une chose que lui envisage ou est-ce que c'est une chose que vous avez envisagée au bureau de la France insoumise à l'Assemblée nationale? Raphaël Arnaud n'était pas présent à Lyon, il était à l'Assemblée nationale. Mais justement, que faisaient ces 2 assistants parlementaires à Lyon jeudi soir? Il est élu de la République française. Il est employeur de salariés. Et j'ai envie de vous dire, si tous les employeurs de France, on leur mettait sur le dos dès lors qu'il y a un soupçon sur leurs salariés, je vais vous dire, il y aura un certain nombre d'employeurs dans ce pays qui seraient en difficulté. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, il y a des amalgames et des raccourcis très dangereux qui sont en train d'être employés contre une force de l'opposition au gouvernement. Je le dis, en gros, c'est l'amalgame, c'est Quentin Derenc a été tué par des antifascistes. Les antifascistes, c'est l'extrême gauche, c'est LFI, donc LFI est responsable. Et ça, vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Et je le dis, tout le monde devrait être conscient de cela, au moins parmi la classe politique qui s'attache à des piliers républicains. Et je le dis encore, l'indépendance de la justice, la dignité et la retenue dans une telle situation. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui d'une grande partie de la classe politique et je le regrette. Sandrine Runel, est-ce que Raphaël Arnaud doit démissionner? Alors, ce n'est pas ni à moi, par ailleurs, en tant que parlementaire, ni à aucun autre parlementaire de le dire aujourd'hui. Il y a une enquête en cours, il y a effectivement des interpellations. On va savoir, je pense, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les suites de ces interpellations. Garde à vue a été prolongée, donc il y a une implication Elle peut durer 48 heures. Certaine, bien sûr. Et puis, de toute manière, il y aura, encore une fois, la poursuite de l'enquête. Donc, on verra la responsabilité de chacun. Et moi, j'appelle surtout chacun à mesurer à la fois ses propos, les incantations aussi sur des missions, sur des ménages qui doivent être faits. Je pense qu'il est quand même nécessaire de laisser la justice faire son travail. Et après, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Et je pense que très clairement, aujourd'hui, le climat qui est le nôtre dans notre démocratie quand même, en France, dans la classe politique, mais aussi dans la société, parce que la violence qu'on a retrouvée dans les rues de Lyon, elle est malheureusement pas nouvelle. Et personne finalement ne connaît ce contexte lyonnais de l'ultra-droite. Des rixes comme celle-là, il y en a tous les mois dans Lyon et dans le Vieux-Lyon notamment. Là, on est arrivé à une extrême gravité parce que ce jeune identitaire est mort. Et évidemment que c'est dramatique et que c'est allé beaucoup trop loin. C'est véritablement en fait dramatique pour notre pays et pour le débat des idées et pour le débat démocratique. Mais je crois qu'il faut laisser d'un côté la justice faire son travail et après, par contre, me semble-t-il, je pense que quand on est un élu, un parlementaire et qu'il peut y avoir des difficultés par rapport justement à l'indépendance du travail de la justice, il faut savoir se mettre en retrait, mais en aucun cas pour l'instant, il doit démissionner. Mais est-ce que vous êtes sur la même ligne que François Hollande qui lui estime qu'il ne peut plus y avoir d'alliance avec LFI, y compris au second tour des municipales dans un mois? Mais c'est deux choses totalement différentes. Et puis, par ailleurs... On sent que vous prenez moins vos distances avec les Insoumis que mais il n'y a pas... Non, mais en fait, je rappelle des faits. Il n'y a pas d'alliance avec LFI au premier tour des élections municipales. Reprenez tous les... En l'occurrence, François Hollande parlait du second tour. Oui, mais moi, je suis élue de Lyon.
Et quand vous regardez un certain nombre de villes, d'ailleurs, je vous mets, moi-même, je serais incapable de vous le dire, au défi de me trouver des villes dans lesquelles il y a une alliance entre le PS et LFI au premier tour des élections municipales. Il n'y en a pas. Donc, il y a de toute manière des chemins qui sont différents. Il y a, mais par ailleurs, depuis aussi les exercices budgétaires de l'automne, des chemins différents qui ont été pris. Et donc, il y a le chemin du Parti socialiste, qui nous a été par ailleurs beaucoup reproché ces dernières semaines et ces derniers mois par LFI. Et il y a le chemin d'LFI. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, nous avons eu sur ces bancs à l'Assemblée nationale des positions communes et que, je n'en doute pas, nous en aurons d'autres aussi quand il s'agira, et nous le sommes à ce moment sur Fin de vie ou à mourir, à avoir des positions communes. Mais là, nous sommes dans une élection municipale. Il y a un premier tour, il n'y a pas d'alliance entre LFI et le Parti socialiste. Et le deuxième tour, c'est enjamber le premier. Donc, pour l'instant, chaque chose en son temps. François Cormier-Bouligeon, je vous voyais sourire en écoutant tout à l'heure Madame Trouvé. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il est temps que la gauche coupe les ponts avec LFI ? Rien de drôle. Sourire n'est pas vraiment le terme, parce que cette affaire-là ne me fait pas sourire. Et je voudrais quand même dire, la première des choses, c'est que nous devons avoir une pensée pour ce jeune, Quentin Derenque, et pour sa famille, parce que le seul qui a trouvé la mort dans cette histoire, c'est lui. Moi, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, c'est que je voudrais quand même rétablir un peu la réalité. Ma collègue insoumise Aurélie Trouvé dit Raphaël Arnaud est menacé de mort. Non, le seul qui est mort, c'est Quentin Derenque. Ma collègue dit c'est le gouvernement qui est responsable, les propos du Premier ministre, du ministre de la Justice, et M. Mélenchon, d'ailleurs, mettait en cause la police dans cette histoire. Non, ceux qui créent de la violence politique dans ce pays, ce sont les extrêmes. Mona Ouzouf disait « l'ensauvagement des mots entraîne l'ensauvagement des actes ». Et la violence politique, la violence dans la société, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de la volonté des extrêmes de conflictualiser tous les sujets depuis des années, et ça commence par la France insoumise, qui le fait de façon virulente. Le RN le fait à mots plus feutrés, mais aujourd'hui, tout est conflictualisé. On vote une loi sur l'environnement, on dit que les députés sont responsables des cancers. On a le massacre du 7 octobre en Israël, et les insoumis disent que c'est un mouvement de résistance, le Hamas, qui est légitime dans son action. Vous voyez, tout ça légitime la violence. Et moi, j'ai lancé un appel. Nous devons absolument arrêter tout ça, parce que ça finit par faire quoi ? Par confisquer le débat par l'extrême gauche et l'extrême droite, l'extrême gauche nourrissant, étant le plus puissant carburant de l'extrême droite dans ce pays. Moi, je suis un républicain de progrès, un républicain modéré, et je pense que ceux qui pensent au bien commun, les vrais républicains, sont au centre des partis de gouvernement, des partis responsables. Et oui, la question se pose. La question se pose aujourd'hui. C'est pas est-ce qu'on doit faire le ménage à la France insoumise ? Je pense que le cas de la France insoumise est désespéré. Ils ont quitté les rives de la République depuis maintenant plusieurs années. M. Mélenchon l'incarnait il y a quelques années, et par ses propos, par ses actes, par ses attitudes, par le fait qu'il envoie au Parlement pour le discréditer des drogués, des dealers et des gens violents comme Raphaël Arnaud, qui l'a fait élire. Créateur de la Jeune Garde. Justement, à ce propos, je voudrais vous faire écouter ce que disait Gérald Darmanin cet après-midi devant le Sénat. Proposition de loi qu'il veut soumettre au Parlement. Écoutez. Je souhaite que dans le débat parlementaire que nous ayons ensemble, nous puissions réfléchir également à ce que toute personne encourageant et étant condamnée par la justice pour ça, bien évidemment, à la violence physique, en raison des idées, en raison du détenu, en raison d'une religion, et je pense notamment aux attaques contre nos compatriotes juifs, puisse également avoir une peine d'inéligibilité, pour que jamais des gens d'ultra-gauche ou d'ultra-droite puissent être naïvement, si j'ose dire, acceptés dans des rangs de formation politique, et que plus jamais, en effet, ni dans nos délibérations locales, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, nous ayons des gens qui jouent contre la République à l'intérieur de la République. Aurélie Trouvé, des gens qui jouent contre la République à l'intérieur de la République. La proposition de loi dont parle Gérald Darmanin consisterait à rendre inéligibles des personnes qui auraient été condamnées pour violence volontaire ou pour violence ou pour propos. Oui. C'est le cas de... Qui ça ciblera en premier lieu ?
Enfin, pas nous, parce que nous n'avons Là, en jamais été l'occurrence, condamnés. c'est Raphaël Arnaud, Oui, semble-t-il, non, mais nous ici. n'avons jamais été condamnés pour, Raphaël par Arnaud exemple, l'a des été propos définitivement. racistes. Je rappelle, par exemple, que dans les rangs de l'extrême droite, il y a un député, Monsieur Boccaletti, qui a été condamné, qui par ailleurs tenait une librairie négationniste. Voilà. Donc maintenant, je vais Mais aussi, sans doute je vais serait-il concerné rétablir. par cette proposition Je de vais loi aussi. par ailleurs répondre à mon collègue parce qu'on parle de principes républicains. Je le redis, quand il y a une remise en cause de l'indépendance de la justice, c'est piétiner un principe républicain. Et la pente que vous prenez est dangereuse parce qu'en plus vous faites un amalgame depuis quelques jours entre le débat d'idées, fût-il véhément, et les violences physiques, les violences effroyables notamment qui ont mené. Mais est-ce que votre collègue est fiché S, oui ou non? Est-ce que ses collaborateurs sont fichés S, oui ou non? Est-ce que vous respectez aussi le débat républicain? Non, mais il faut respecter ceux qui nous regardent. Dites la vérité. C'est vous qui ne respectez pas le débat républicain. Vous n'êtes pas capable de me laisser parler jusqu'à la fin. Si, mais au bout d'un moment, il faut quand même dire les choses. Chacun juge d'ailleurs qui est capable. Vous êtes fiché S, vous? Moi, je ne suis pas fiché S. Monsieur Arnaud est fiché S. La moitié de son équipe parlementaire est concernée dans des faits qui ont conduit à la mort de Quentin. François Cormier-Bouligeon, chacun son tour, pas tous en même temps. Nous y sommes. Bien sûr, moi, je m'exprime avec retenue et dignité, monsieur, et je vous laisse parler. Donc, si vous voulez bien me laisser parler jusqu'à la fin, ça Aurélie sera agréable. Trouvé, surtout que ce sont souvent. Est-ce que vous continuez? Je vois des collègues masculins qui s'amusent à couper la parole des collègues. Alors, on ne coupe femmes. pas la parole des femmes sur ce plateau, jamais. Exactement, merci. Des personnes, mais enfin, oui, justement, c'est une bonne chose. Est-ce que, Aurélie Trouvé, est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous continuez ce soir d'assumer votre proximité avec la Jeune Garde? Est-ce que vous dites comme lui que c'est votre famille? Alors, la Jeune Garde a été dissoute, que ce soit bien clair. En juin 2025. Et la Jeune Garde avec laquelle nous avons travaillé n'a absolument rien à voir avec les actes effroyables qui ont eu lieu à Lyon. Par ailleurs, la Jeune Garde a travaillé avec les écologistes, avec la CGT, avec la LDH, même avec Carole Delga qui avait invité la Jeune Garde. Et ce que je veux dire, ce qui est en train de se passer, et j'en appelle à toute la gauche sociale et politique, ce qui est en train de se passer, il faut bien le voir, c'est en réalité tout un arc politique mené par l'extrême droite, une cabale contre la gauche sociale et politique. Et puisque j'ai un peu de temps, parce que c'est une émission qui s'intéresse au fond, et c'est pour ça que j'aime d'ailleurs venir sur ce plateau et que j'y viens souvent, moi ça me fait penser à un événement qui s'est passé aux États-Unis sous Trump. C'est au moment où il y a eu l'assassinat de M. Kirk, qui est un influenceur d'extrême droite. Eh bien, il y a eu tout un climat de macartisme à ce moment-là, contre les associations, contre les universités, contre toute la gauche sociale et politique, menée par Donald Trump et son extrême droite. Donc ils se sont saisis d'un drame, comme c'est le cas aujourd'hui, pour avancer les idées de l'extrême droite. Et je suis ahurie, moi, de la vitesse fulgurante avec laquelle l'extrême droite est en train d'imposer son récit. Et quand je vois que le ministre de l'Enseignement supérieur et le Premier ministre aujourd'hui décident maintenant que dans les universités, on va demander à ce que lors qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, il n'y ait plus de débat intellectuel et de conférences, je pense que c'est dangereux. Voilà. Et je le dis parce que j'étais une universitaire jusqu'à il y a 4 ans. Et que vraiment, d'ailleurs, j'en appelle à toute la communauté scientifique et universitaire, ce qui est en train de se passer dépasse la France insoumise. Sandrine Rouennel. Moi, je voudrais réagir quand même sur les propos du ministre de l'Intérieur. En fait, les peines d'inéligibilité, elles existent déjà. Et vous pouvez être... Vous parlez de Gérald Darmanin ? De Gérald Darmanin, pardon, oui. Garde des Sceaux. Garde des Sceaux. Mais on ne sait jamais finalement entre Retailleau et Darmanin. Mais peu importe, ces peines d'inéligibilité, elles existent déjà. Il y a toujours des peines complémentaires quand vous êtes auteur et condamné pour un délit. Alors, pour un crime, je ne vous en parle pas, mais pour un délit. Et donc, il y a une peine complémentaire d'inéligibilité qui peut être prononcée. Donc, tout cela existe déjà. Et bien sûr que moi, je suis favorable à ce que des personnes qui sont condamnées pour violence conjugale, violence physique, violence verbale aussi, menaces, puissent évidemment ne pas être élues, ne pas exercer une fonction qui représente la communauté et évidemment la représentation nationale. Mais tout ça existe déjà. Et je voudrais par contre qu'on ait un débat qui soit alors apaisé, évidemment. Les tensions sont extrêmes dans la société, elles le sont évidemment à Lyon et elles le sont finalement à l'Assemblée nationale. Mais je crois que là, politiquement, nous avons une responsabilité. Et moi, j'en appelle à ce que chaque groupe politique, chaque organisation politique, d'une part, prenne ses responsabilités. Et donc, oui, il faut que dans chacun de nos mouvements, on puisse avoir aujourd'hui une clarification, une ligne politique qui soit nette sur ce que nous voulons et le message politique que nous voulons porter. Mais à l'inverse, il ne faut pas attiser, il ne faut pas récupérer des événements aussi dramatiques que celui-là. Moi, je ne trouve pas ça digne. Je trouve ça tout à fait indigne, en fait, et notamment l'extrême droite qui le fait très, très bien, de récupérer la mort de ce jeune homme.
Et peu importe ses idées, parce qu'évidemment, je ne les partage pas. Je suis à l'opposé de tout ce qu'il pouvait défendre et promouvoir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, mais Olivier Faure a publié il y a quelques minutes une note de blog dans laquelle il dit « À force d'outrance, de chercher à conflictualiser tout et son contraire, LFI finit par laver par contraste l'extrême droite de sa violence intrinsèque et l'exonérer des turpitudes de ses propres satellites identitaires. L'incapacité de LFI à reconnaître qu'elle a fait fausse route en se liant à un groupe dont certains de ses membres ont été condamnés pour violence volontaire aboutit à cette insupportable inversion. L'antifascisme serait le nouveau fascisme. » Alors d'abord, je redis mon appel à toute la gauche sociale et politique. Faites attention parce que ça n'est pas seulement la France insoumise qui est actuellement visée par des amalgames et des raccourcis dangereux par le non-respect de l'enquête judiciaire, d'accord ? Et que voilà, c'est l'entièreté de cette gauche. Et donc je m'adresse aussi aux collègues socialistes qui feraient bien attention. Et là, je demande effectivement un soutien sur des bases républicaines. Voilà, je crois que moi je regrette en fait. Voilà, et heureusement, et je le sais, il y a aujourd'hui beaucoup de soutien. J'ai entendu Sandrine Rousseau, j'ai entendu le président du groupe communiste Stéphane Peu, j'ai entendu Elsa Fossillon. Heureusement, nous avons beaucoup de collègues aujourd'hui qui justement sur ces principes républicains-là, eh bien, tout simplement disent la vérité, il y a une enquête en cours, et la France insoumise qui a toujours prôné la non-violence. Il n'y a aucun appel à la violence, jamais. De la France François insoumise, et que Cornier-Bouligeon, un dernier mot, parce que seul. vous avez moins parlé, mais je vous en conjure. Vous avez 30 secondes. Non, mais d'abord, la thèse de l'extrême droitisation du débat public ne tient pas. Olivier Faure n'est pas d'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite. Je combats l'extrême droite depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'en ai 53. Il n'y a pas d'extrême Donc, droitisation ? non. Il y a des républicains qui considèrent que les accès de violence dans la vie politique doivent s'arrêter. Et donc, il y a une responsabilité des partis à désigner des candidats qui ne font pas appel à la violence. Et il y a une responsabilité des citoyens à ne pas voter pour des candidats qui vont entretenir un climat de violence dans l'hémicycle et ailleurs. Mais je me permets juste de réagir dans les 30 secondes peut-être qui restent, mais sur les propos notamment. En fait, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas la première fois en fait, que nous disons stop en fait, à la violence et à la violence verbale. Nous l'avons toujours dit. Donc, en fait, nous le redisons parce que là, nous sommes en plein cœur de ce conflit-là. Mais nous redisons en fait stop à la violence sur les réseaux sociaux, sur les visuels, sur l'ensemble. Moi, je vous dis stop tout court parce que c'est l'heure du Bourbon Express. Donc, il ne faut pas s'allier avec les partis politiques violents. C'est le journal de l'Assemblée nationale, c'est tout de suite et c'est Marco Pommier. Réserve votre temps de parole, cher Marco. Bonsoir. Bourbon Express, ce soir, on commence avec les auditions annuelles, parce que c'est une tradition de début d'année, figurez-vous, l'audition annuelle des patronnes de l'audiovisuel public. Oui, c'était ce matin, en commission des affaires culturelles, Delphine Ernotte pour France Télévisions et Sybille Veil pour Radio France, face aux députés. Alors, rien à voir avec la fameuse commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui fait tant parler. C'est autre chose, mais cette audition... être entendu à l'Assemblée nationale. Mais cette audition, elle était très politique quand même. La preuve avec ce moment de tension, 2 députés RN ont mis en cause le traitement médiatique de la mort de Quentin Derenque par le service public. Est-ce que vous n'avez pas honte, Delphine Ernotte, du traitement médiatique révulsant avec lequel France Télévisions a présenté la mort de Quentin, laissant entendre qu'il était un peu pour quelque chose quand même dans le lynchage à mort par des milices d'extrême gauche dont il a été victime. Mais Radio France a choisi le mot de rixe pour parler de ce meurtre. France Inter, un militant identitaire grièvement blessé dans une rixe. France Culture, une rixe avec des militants antifascistes de la Jeune Garde. Madame Veil, savez-vous ce que signifie ce mot ? J'ai refusé les voix. Et face aux accusations, Delphine Ernotte, Sybille Veil ont défendu le travail de leurs journalistes. Contrairement aux réseaux sociaux, qui peuvent se permettre de faire des commentaires sans vérifier, jamais nous n'énonçons des faits ou des qualifications sans avoir l'ensemble des informations. On peut toujours faire mieux, mais en tout cas, on a pris ce sujet et ce drame extrêmement au sérieux, je peux vous le dire, et on a essayé de le traiter avec les informations qui étaient à notre disposition. Voilà pour ce moment de tension en commission des affaires culturelles. Donc. Oui, parce qu'il y a aussi la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alors là, ce n'était pas une histoire d'audition, c'est une question de paperasse. La commission met la pression sur Rachida Dati. La ministre de la Culture a 1 semaine, pas plus, pour fournir des preuves après ses accusations contre l'émission Complément d'enquête. Lors de son audition, elle avait affirmé que le magazine de France 2 aurait proposé de l'argent à l'un de ses proches en échange d'informations. Accusation fermement démentie par le présentateur de l'émission Tristan Walex. Alors Rachida Dati va-t-elle apporter des preuves d'ici lundi? Écoutez.
Ils demandent le document lundi. Ils auront le document lundi. Je m'adresserai à la commission. Vous n'êtes pas la commission d'enquête. Si vous êtes journaliste à RTL et on fait une matinale. Est-ce que sous serment devant cette commission, vous avez dit la vérité? C'est une blague là, non? Voilà, pour l'instant, ça reste un peu flou. Qui de Rachida Dati ou de complément d'enquête dit la vérité? On aura peut-être bientôt la réponse. Mais attention, un petit rappel, mentir devant une commission d'enquête peut coûter jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et on finit avec la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui a acté la suspension d'un chantier, celui du pavillon d'accueil de l'Assemblée. Oui, vous allez le voir, ce pavillon d'accueil à l'Assemblée. Voilà à quoi il ressemble aujourd'hui et voilà à quoi il pourrait ressembler, vous allez le voir, demain. Oui. Alors le projet, il est contesté, trop cher. C'est tubulaire. Voilà, le projet, il est contesté, je le disais, trop cher, trop contemporain pour le RN. Le projet, il est surtout totalement à l'arrêt. La raison, selon le Canard enchaîné, personne n'a déposé de permis de construire. C'est cocasse. Mais vous avez enquêté? Oui, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. On a contacté le cabinet de Yaël Braun-Pivet, la Questure aussi, qui gère les finances de l'Assemblée, les investissements. Et selon Christine Pires-Beaune, il y a eu un problème technique. Ce permis de construire, donc il n'a pas été refusé, nous en avions bien déposé un. Nous l'avons retiré tout simplement parce qu'entre-temps, nous avons été alertés sur le fait qu'il fallait une modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrondissement, enfin de la zone en tout cas où est le Palais Bourbon, si nous voulions avoir une chance de voir le permis accepté. Or, une modification de ce plan de sauvegarde, ça demande des mois. Donc nous avons préféré retirer le permis de construire. Résultat, chantier repoussé, ce pavillon d'accueil, ce projet, il s'appelle l'avenir. Mais pour l'instant, l'avenir de ce pavillon, c'est pas pour demain. Merci Marco. Merci à tous les trois d'être venus ce soir dans Chaque Voix Compte. Merci Fanny et Olivier. On se retrouve demain, même jour, même Canal 8 pour Chaque Voix Compte. Dans un instant, c'est Débat Doc avec Jean-Pierre Gracien. Passez une très belle soirée. À demain. C'est compliqué.